Et bienvenue à toi, à tous, dans cette série des interviews Tout devient possible où j'ai l'honneur chaque semaine d'accueillir une personne inspirante par son parcours, par son histoire, par sa vision des choses et surtout la contribution et l'impact que cette personne veut faire dans le monde. Et surtout la différence qu'on peut être, avoir et tout être quand on le désire vraiment. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Christian Junot. Il va nous parler de quelle est ta relation à l'argent. Une personne que j'ai rencontrée cet été qui m'a vraiment inspiré, impacté, un cœur énorme et j'ai remarqué qu'on avait beaucoup de points en commun. Donc Christian va bientôt nous rejoindre. En attendant, faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés. Et pour ceux qui me découvrent, je suis Marion Alcon, coach pour les âmes entrepreneurs qui désirent pousser les limites des possibles dans un espace sécurisé. Donc j'ai hâte de recevoir. Coucou Isa, bonjour tout le monde. Christian devrait arriver. Dans cette série des interviews, on va passer Hello Christian. Coucou Marion, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie. Juste, attendez, j'ai bougé un petit peu, il n'y a pas beaucoup de lumière là. J'ai le soleil qui m'arrivait dessus. Voilà, je vais bien. Toi aussi? Oui, ça va très bien. Je suis très contente de te recevoir dans cette série des interviews Tout devient possible. Je trouve que tu le représentes tellement bien. Et Bon. donc voilà, dans cette interview, on va passer 30 minutes ensemble où je n'ai rien préparé parce que je fais confiance au flow, à la connexion de ce qui va en venir et je sais que tout est parfait. Et surtout, en fait, le but, c'est de montrer la preuve que tout devient possible, qu'il n'y a pas de limite, qu'on peut tout avoir, être et faire quand on le décide et qu'on s'autorise. Et nous, on va parler de relation à l'argent. Nous, on s'est vraiment découvert, en tout cas, moi, je t'ai vraiment rencontré en tant qu'humain cet été à Pralognan et j'ai vu qu'on avait pas mal de points en commun ensemble. Donc, c'était vraiment une très belle rencontre. C'est vrai, Donc, pour moi aussi. merci. Christian, est-ce que tu voudrais, pour les personnes qui te découvrent, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui te connaissent, mais est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus de toi? Alors peut-être deux, trois mots juste pour situer l'être humain aujourd'hui en chemin, que je suis toujours évidemment. Donc je suis économiste de formation, j'ai travaillé longtemps dans une grande banque comme conseiller en placement financier. J'ai perdu mon job en 2009 suite à la fameuse crise des subprimes. Et puis depuis, j'ai décidé que j'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains. Et je suis très bien formé en communication non violente, je me suis formé aux approches systémiques et familiale, constellation systémique familiale. Je suis coach certifié également, différentes autres approches, mais je dirais que au fur et à mesure de ces années, assez rapidement, je me suis spécialisé sur le thème de la relation à l'argent et des principes sources qui viennent du même homme qui s'appelle Peter Koenig, parce que j'avais moi-même une relation à l'argent très compliquée, pleine de peur, et que heureusement j'ai pu m'en libérer. J'ai vu que ça faisait tellement de changements dans ma vie perso, professionnelle, et que j'avais la chance de côtoyer cet homme qui a fait des années de recherche sur ce thème-là, qu'avec son aval, effectivement, j'ai commencé à animer sur ce thème-là et j'ai vu que c'était vraiment mon truc. Quoi. C'était vraiment, voilà, j'ai cette porte d'entrée, réconcilier mon passé de banquier que je pensais être une erreur. Et puis, il me permettait surtout de rencontrer les êtres humains dans beaucoup de profondeur parce que la porte d'entrée de la relation à l'argent ouvre dans quelque chose de très profond, dans des grandes peurs, mais aussi des grandes aspirations également. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce thème, en fait. Oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as pensé que c'était une erreur pour toi, la banque? Mais parce qu'au fond, je suis déjà rentré à reculons, c'est-à-dire que quand j'ai fini mes études à la sortie de l'université, je ne trouvais pas de travail dans ma région. Et puis j'ai essayé différents endroits. Puis le dernier endroit que j'ai essayé, c'est la banque, parce que j'avais essayé tout le reste. Donc pour te dire que j'avais aucune envie. Et puis, euh, et puis qu'au fond, dès le départ, je savais que je ne resterais pas toute ma vie, mais je suis comme resté 23 ans. Mais à un moment donné, j'ai eu des années que j'ai beaucoup aimé, parce que j'aimais beaucoup le contact avec les clients. J'avais vraiment du temps avec mes clients dans les bureaux, donc ça j'aimais beaucoup. Mais au fond, j'étais plus en accord avec les valeurs depuis un certain temps. Mais je dirais que mes peurs étaient suffisamment grandes pour que je me raconte des histoires et que je continue de rester à un endroit qui me convenait plus. En fait, souvent, je vois que on est nos propres manipulateurs, on est notre propre tricheurs. Tu vois, on est voilà. On peut être injuste avec nous-mêmes. On n'a pas d'être avec les autres. De nous à nous, on sait très bien être comme ça notre propre moteur à se raconter des histoires pour ne pas voir la réalité. Parce que si la réalité que je vois, c'est j'en peux plus de ce travail, j'ai à bouger, j'ai à faire autre chose, et ça fait très peur pour beaucoup. C'était le cas pour moi.
D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que justement il y a eu le cap où tu t'es dit maintenant c'est le temps que je bouge en fait? Alors bon, c'est là encore une fois, c'est un chemin. J'ai commencé à découvrir le développement de soi, le travail intérieur en 99, 1999, et puis petit à petit, tu commences à faire des choses, mettre des choses en place. Mais je dirais que je pense qu'il y a vraiment eu une hausse de mon estime de moi assez forte en 2007 et 2009 où j'ai changé de métier dans la banque. Là, j'ai fait comme 17 ans le même métier. Et plus on fait longtemps le même métier, plus on pense qu'on sait faire que ça. Ça, c'est le grand piège Mm. de la même activité. Et là, j'ai vraiment fait un changement radical de métier. J'ai commencé à faire un peu de coaching, je commencé à faire d'autres choses. Et j'avais affaire à des directeurs régionaux et tout. Et j'ai vraiment pris conscience, j'avais quelque chose de très singulier à leur apporter. J'avais une vision de l'humain, une compréhension de l'humain que eux n'avaient pas du tout, ou en tout cas ou peu, et que si tu veux, ça a vraiment boosté mon estime de moi, de voir que j'avais vraiment quelque chose de, ouais, il y avait beaucoup de valeur dans ce que j'avais en moi, si tu veux, plutôt que j'étais resté 2 années de plus comme conseiller que je connaissais déjà très bien, soit pas du tout le même impact. Donc le fait d'avoir changé de métier, que ça se passe très bien et de voir ça, ça a facilité le fait de rechanger de métier par la suite. Parce que j'étais déjà allé, j'ai déjà fait un pas dans la bonne direction en quelque sorte. Mm. Oui, parce que c'est vraiment ce que moi j'ai été touchée, c'est ta relation que tu as à l'humain, l'importance pour toi de l'humain, et ça a été vraiment ça qui a fait ta différence, toi, en fait, avec Mhm. les autres personnes qui étaient banquiers aussi. À Oui, ce moment-là, toi, c'était vraiment les relations intimes que tu crées, en fait, avec tes clients et que tu as oui, pu oui, voir. c'est vrai, mais c'est vrai que je vivais plein de choses avec mes clients, j'ai eu plein de clients qui ont pleuré dans mon bureau, avec des histoires personnelles, enfin, sans le savoir, j'avais un côté un peu psy, si tu veux, j'étais autant Mm. psy que banquier, et que pas tous, hein, mais un certain nombre venaient s'ouvrir à moi. Enfin, j'avais une capacité d'écoute, une capacité à créer de la confiance, je pense, qui est au-dessus de la moyenne, et qui était, je dirais, et donc j'étais invité chez les clients plusieurs fois, je les ai invités à la maison, certains, donc il y avait une relation qui était bien plus que juste le financier, tu vois. Ouais. Et c'est Et ça que j'aimais au fond. Ouais, c'est ça. oui, c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui crée la relation aussi avec les gens qui viennent aussi se confier. Et puis du coup, est-ce que ça changeait, qu'est-ce que tu as pu observer qui changeait par rapport à leur gestion, la relation à l'argent, le fait qu'il y ait ce lien entre vous? Alors, je sais pas si ça changeait sur leur relation à l'argent, parce que moi-même à l'époque, j'étais dans les préambules de comprendre ma propre relation à l'argent. D'accord. Mais je dirais que ce que je vois au fond, c'est que je crois que chacun d'entre nous, on aime avoir un réseau de personnes de confiance entre nous, autour de nous. C'est-à-dire que ça peut être quoi? Moi, j'ai un super médecin de famille depuis 35 ans, si tu veux, même qu'il a passé l'âge de la retraite, ça m'embêterait beaucoup de changer. Il continue, il me garde comme client. J'ai un très bon garagiste et c'est important parce que je connais rien en voiture. Donc, tu vois, il y a des domaines de vie où on a besoin de pouvoir s'appuyer sur des gens de confiance. Et parce que ça nous soulage, que si on doit tous se débrouiller soi-même, ça prend du temps, de l'énergie, du stress potentiellement. Et si tu veux, j'étais une de ces personnes-là parce qu'il y a des personnes qui venaient vers le banquier avec de la méfiance, en me disant, oh là, je vais voir le banquier, mais est-ce qu'il ne va pas m'entourlouper? Et si tu veux, je pense Mm. que partie de mes clients, ils avaient complètement confiance. Ils me disaient souvent, mais dites-moi ce que je dois faire comme placement, je le ferai, tu vois. Ils me donnaient beaucoup de responsabilités qui n'étaient pas toujours confortables, mais c'était touchant, mais pas toujours confortable parce que c'était leur argent, c'était pas le mien, c'était leur risque, c'était pas le mien, tu vois. Mais si tu veux, il y avait ce truc-là qui fait que j'étais vraiment, je sentais quelqu'un de leur réseau proche. Et quand j'ai dit que je changeais de métier, que je partais, pour certains, c'était une catastrophe. Ils avaient l'impression que leur monde s'écroulait parce qu'ils allaient devoir recréer une relation, la peur de que ça se passe pas la même chose. Enfin, voilà comment ça peut se passer pour nous avec d'autres personnes. C'est vrai que du moment qu'on crée la relation, comme tu disais, que ce soit avec notre médecin, notre banquier, notre comptable, etc., mais on n'a pas envie parce que la relation est créée et on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Voilà, c'est ça. Et toi, à ce moment-là, c'était quoi ta relation à l'argent à toi? Alors moi, la relation à l'argent à moi, elle était depuis très jeune, elle était basée sur la peur de manquer. La peur de manquer en lien avec une estime de moi très basse. Donc, autrement dit, un manque de confiance dans ma capacité à faire face aux événements de la vie. Et donc, en cherchant à accumuler de l'argent, j'étais ce que j'appelle un écureuil qui cherche à faire des Mhm. réserves, à accumuler de l'argent, donc avoir des économies pour me rassurer. Et au fond, comme ça marche pas, cette stratégie-là, ça marche très mal. J'ai beau avoir des économies, j'étais toujours pas rassuré, donc il m'en fallait un peu plus, puis un peu plus, puis dès que on avait des dépenses un peu importantes, on a changé de voiture, tout ça, ça me remettait dans un gros stress.
de tout à coup de moins avoir de noisettes en réserve, tu vois. Et Ouais. donc, en fait, je courais après l'argent sans me rendre compte que c'était après ma sécurité que je courais. Autrement dit, que je n'accueillais pas, je fuyais mon insécurité très présente. Et plutôt que d'arriver à l'accueillir, comme j'ai fait beaucoup de mes ateliers, c'est vraiment permettre aux personnes d'accueillir l'insécurité, parce que l'insécurité, c'est la vie. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer dans notre vie dans une semaine, 3 mois, une année, 3 ans, 5 ans. Mais c'est comme si on rejetait cette idée d'insécurité. Alors qu'au fond, moi, j'ai rejeté l'insécurité et j'essayais de construire une pseudo-sécurité à l'extérieur de moi, plutôt que de m'occuper de ma propre insécurité et de l'accueillir et de créer un peu plus de sécurité intérieure. Je cherchais une béquille, si on veut, quelque chose d'extérieur. Donc j'étais prisonnier de cette croyance qui est plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure, et qui marchait absolument pas. Et même mes clients millionnaires, ça marchait pas pour eux. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pour moi. Ah oui, donc toi, en fait, tu as pu voir que toi, plus t'en avais, plus t'en voulais, et tu croyais que plus t'en aurais, plus tu serais en sécurité. Tu as vu même avec des clients millionnaires. Mais ce qui a fait la différence, c'est vraiment la clé pour les gens qui se retrouvent dans cette situation-là aussi, d'avoir peur de manquer, c'est d'accueillir et de se sécuriser nous-mêmes à l'intérieur de soi. Ça. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire, si tu veux, en général, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on avait un manque de fondation intérieure. Tu vois, quand on construit une maison, alors je peux dire que notre vie, c'est un peu notre maison, en quelque sorte, qu'on va construire. J'aime Ben, bien appeler ça le temple intérieur, moi. voilà, c'est ça, tu vois. Donc, plus les fondations sont solides, plus tu es sur un bon terrain qui est bien stable, plus tu peux construire quelque chose de grand, plus ta vie peut devenir grandiose. Alors que si c'est des fondations qui sont pas solides du tout, en fait, tu vas pas pouvoir construire grand-chose, tu vas faire voir petit. Donc, pour moi, cette sécurité intérieure, c'est vraiment reconstruire les fondations, c'est vraiment apprendre à se donner de la valeur, à aimer qui on est, à cesser de vouloir être autrement ou quelqu'un d'autre que ce qui nous sommes. Parce qu'au fond, si tu Mm. veux, je vois que quand on est dans la peur du manque, on est avant tout dans le manque vis-à-vis de soi-même. On est toujours dans je ne suis pas assez quelque chose, tu vois, le piège. Et tant que je ne suis pas assez quelque chose, je suis dans le manque avec moi, comme je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de ci, je n'ai pas assez de ça. Donc, tant qu'on est dans le manque, on vibre du manque, on attire du manque. Donc, ça commence vraiment par apprendre à aimer. Ce sont des pas, hein, bien évidemment, un pas après l'autre, toujours plus l'être que je suis, apprendre à cesser de vouloir être autrement que je suis. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est quand on arrive à être dans cet accueil, qui est encore une fois un chemin, parce que je prétends pas du tout l'être en permanence, de plus en plus, mais pas toujours. Au fond, quand on apprend, on arrête de vouloir être autre chose, eh ben, il nous arrive plein de choses. On change sans vouloir changer. Voilà, tiens. On change à Mm. partir de juste parce qu'on va expérimenter autre chose, on va, on va mettre en place d'autres choses, et petit à petit, ça va amener des changements, même à partir d'un autre lieu. Donc, c'est comme c'est une sorte de lieu, je me vois avec une forme d'abondance, je vois plus déjà tout ce qui est déjà là, plutôt que ce qui Mm. n'est pas. Oui, j'aime beaucoup ça. Déjà, accueillir déjà tout ce qui est déjà là et de voir ce qui est déjà là. Parce qu'effectivement, si on ne voit pas déjà ce qui est présent ici, comment on pourrait apprécier ce qui arrive après, en fait? Tout J'aime à fait. beaucoup, en fait, j'ai ton livre là que tu m'as offert cet été, Ce que l'argent dit de vous. Il est juste extraordinaire parce qu'il y a vraiment cette relation à l'argent, vient vraiment parler de nous, ce que ça vient dire, comme tu disais. Si on manque d'argent, c'est parce qu'on pense qu'on n'est pas assez. Pas... Et il y a vraiment plein de clés qui nous permettent aussi de libérer et de comprendre notre fonctionnement par rapport à l'argent. Et par rapport aux gens, pour eux, ça serait quoi pour toi le premier pas qui pourrait les améliorer, enfin améliorer leur relation à l'argent? Je crois que ça commence par s'observer. Parce qu'on a affaire à l'argent au quotidien. Si je vais m'acheter un repas à midi au restaurant ou de un self-service, déjà, on va voir quelle est la place que j'accorde à l'argent. Est-ce que je vais acheter le meilleur marché? Est-ce que je vais prendre ce qui me fait plaisir, ce qui est bon pour ma santé, par exemple? Mais aussi quand on fait ses achats. Est-ce qu'on regarde quelle est la place du prix là-dedans? Est-ce qu'on arrive à se faire plaisir avec l'argent ou on arrive juste à faire plaisir aux autres ou pas du tout? Est-ce qu'on a des, tu vois, quand on reçoit une facture, comment on se sent, quand on fait nos paiements, comment on se sent, quand on doit fixer un prix, si c'est notre job, comment on se sent, mais quand on discute d'argent autour de soi, donc déjà juste à s'observer, voir les histoires qu'on se raconte, c'est déjà un premier pas qui fait que on va peut-être tout à coup commencer à mettre de la conscience sur mes fonctionnements et
Et au moment où je me vois, je prends un exemple, moi j'étais très longtemps comme de cette peur de manquer. Au restaurant, je pouvais tout à fait regarder la colonne des prix en premier. Je ne pas je regardais le prix, je regardais à quoi ça correspondait. Je me disais, je prends pas. Ah oui. Et, et je l'ai fait tellement longtemps que je me surprends parfois à le faire comme un schéma automatique. Mais la différence, c'est qu'avant, je le faisais en mode automatique sans même m'en rendre compte. Et puis, j'allais prendre, voilà, c'est pas forcément ce qui me faisait plaisir, par exemple, bien évidemment, on a chacun notre propre moyen financier, mais qu'aujourd'hui, tout à coup, que je suis pris dans ce mode automatique, tout à coup, je le vois, je dis, oh, Christian, là, oh, on prend du recul, alors on va regarder qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir, qu'est-ce qui te mettrait en joie ce soir, tu vois, par exemple, tu vois. Euh, Ok. mais Oui, c'est que je m'achetais avant, je m'achetais des habits, mais pour moi, il fallait que ce soit en solde, bon marché. Enfin, c'était impensable. C'était aussi une manière de ne pas me donner de la valeur que de fois dire, ah, payer un pull à ce prix-là, etc., etc. Tu vois, donc, et entendons-nous, hein, qu'une fois on fonctionne aux moyens financiers, ce n'est pas une question de banque d'argent. c'est pas une question. C'est pas une question de manque d'argent. La problématique était vraiment ailleurs, tu vois, parce que Hmm, mais je ne m'autorisais pas à me faire plaisir. ouais. Donc c'est vraiment d'aller s'observer, de voir les comportements, les pensées, les attitudes qu'on a vis-à-vis que, par rapport à acheter quelque chose, par exemple, ou comme je trouve que la carte au restaurant, c'est tellement parlant, parce qu'on va regarder qu'est-ce qu'on a envie de manger ou vraiment c'est quoi le prix à côté. Et je pense que ça arrive à plus d'un d'entre nous de faire ça. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de le faire, parce que je pense que par rapport à ce que tu dis dans ton livre, je pense que aussi je suis plus dans l'écureuil, donc ça me parle beaucoup. Et j'avais une question qui est partie, mais elle va revenir, c'est pas grave. Pendant que tu réfléchis à la question, aussi, c'est que pour certains, si tu veux, au restaurant, ils vont se faire d'immenses plaisirs alors qu'ils n'ont pas les moyens financiers, qu'ils vont se mettre en situation compliquée. Donc, je connais qui systématiquement vont acheter le plus cher, mais ils n'ont pas d'argent, presque pas d'argent. Donc, c'est déjà aussi une attitude déjà qui parle d'eux-mêmes aussi, la capacité aussi à gérer la frustration, des fois de ne pas Mm. pouvoir offrir quelque chose qui me ferait envie. C'est aussi important parce que ben, la vie, ça passe aussi par des choix et des choix qui ne sont pas toujours les plus confortables, mais c'est pas plus grave que ça. Dès le moment où on les accueille, on les accepte. Ouais. Et du coup, comment d'après toi, savoir le juste milieu? Est-ce qu'on n'est pas trop en train de repousser l'argent ou est-ce qu'on n'est pas trop en train de le dépenser à beaucoup? Est-ce qu'on n'est pas trop en train d'être en résistance de le garder? Comment savoir, ce serait quoi l'indicateur qui pourrait nous permettre de se rendre compte de ça? Moi, je dirais tant qu'on est dans des décisions qui sont trop des prises de tête, on n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés, si tu veux, moi, avec le temps, qui suis comme quelqu'un de très cérébral au départ, je laisse toujours plus de place à mon intuition et je vois qu'il y a des moments, je peux dire, j'ai investi des montants professionnellement parlant aujourd'hui qui auraient été juste impensables, des fois 6 mois, une année, 2 ans avant. Mais si tu veux, il y a un moment donné où c'est tellement évident que j'ai à collaborer, j'ai à travailler avec cette personne-là. Je vais entrer dans ce mastermind avec quelqu'un, que ce soit toi, Martin, Tulipo, d'autres. D'un coup, je sens toi, comme un appel, je dis, j'ai à bosser avec cette personne-là. Cette personne-là va me aider à grandir, va me rendre meilleur, dans le sens pas partir d'un endroit de manque, mais va m'amener encore quelque chose que je n'ai pas réussi à faire de moi à moi. Voilà, ces choses-là, à un moment donné, si tu veux, il y a de l'ordre de l'évidence. Alors que quand c'est trop des prises de tête, en général, c'est que c'est le mental qui prend le dessus. Et parfois, même quand on sent que ça serait juste, on ne s'autorise pas à le faire. À l'inverse aussi, c'est aussi important d'entendre que je vois des personnes qui ont prêté de l'argent à des, ou qui ont même donné de l'argent, mais ils ne le sentaient pas, mais ils ont pas osé dire non. Alors qu'ils ne le Mm. sentaient pas, alors dans le cas de prêt, qu'ils n'ont pas vu cet argent en retour, par exemple. Parce C'est qu'ils avaient vrai. peur de ce que les autres allaient penser s'ils disaient non. Voilà, la peur du regard des autres qui sont à notre plus grande prison. Donc, c'est pour ça que vraiment d'apprendre à sentir les signaux. Et parfois, les signaux, ça peut choquer peut-être ce que je dis là, mais il y a des personnes, si tu veux, qui vont s'autoriser à quelque chose, à un investissement et autres, ou à s'inscrire à une formation, à un truc important pour eux, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Mais ils ont une telle foi que c'est important, que c'est tellement clair que c'est important pour eux, quelque part en envoyant ce signal-là, les moyens vont arriver à eux. J'ai plein d'exemples comme ça. C'est vrai. Et je trouve ça merveilleux quand ça arrive, si tu veux, parce que je crois vraiment qu'on a à passer dans toujours plus de foi dans la vie, que nous sommes effectivement des êtres de peu de foi, entre guillemets, Mm. qu'on croit qu'on doit se débrouiller seul. Non, non, la vie est prête à nous faire plein de rencontres fantastiques, est prête à nous amener des moyens surprenants dès le moment où on se connecte à plus grand et je dirais qu'on
moi, je dirais que c'est mot comme ça. La vie, je mets qu'un V majuscule. Hein, chacun y met le mot qu'il veut. Je crois que la vie, c'est mieux que moi, ce qui est juste pour moi. Tant que je veux mettre du contrôle, je suis dans la peur. Alors que si je m'ouvre, je m'abandonne à la vie en disant comment je peux être le mieux possible au service de la vie, je vois que les bonnes rencontres se font au bon moment, les fameuses synchronicités, tout ça, c'est juste merveilleux. Ouais, ça résonne tellement ce que tu dis parce que c'est tellement ça. Et j'aime beaucoup le fait aussi, au début, tu disais s'entourer, le fait de suivre intuitivement ce qui est bon pour soi, s'autoriser et d'aller là. Et c'est vrai qu'il y a des choses, moi j'appelle ça des portes qui s'ouvrent et des portes juste imaginables. À un moment donné, j'aurais absolument pas pensé avoir ce type de relation, arriver dans des, comme tu dis, des masterminds, des groupes ou quoi que ce soit. Et je trouve vraiment, enfin, je vais vraiment dans ce sens-là de groupe ensemble parce que c'est vraiment porteur et c'est là qu'il y a des belles choses qui se passent. Et voilà, et par rapport à l'argent aussi, il se passe des choses magnifiques parce qu'on co-crée des choses. Tu parles aussi dans ton livre le fait de s'entourer de personnes qui a différentes. On croit tu parles à un moment donné, faire des prêts, on pense qu'il n'y a que en banque qu'on peut en faire, mais on peut en Oui, faire avec d'autres partenaires. Et j'ai trouvé ça mais tellement beau et que c'est vrai qu'il y a des projets qui ont vu le jour parce qu'il y a des personnes qui ont rencontré les personnes qui avaient l'idée, mais qui n'avaient pas forcément les moyens, mais qui ont porté le projet et qui s'est passé des choses juste fantastiques. Donc c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités. c'est ça. C'est vraiment de s'autoriser à voir que ben, on a des idées, mais nos idées sont limitées. Il y a des idées bien plus grandes que nous. Et parfois, juste d'en parler autour de soi, de faire des demandes éventuellement plus grands que soi aussi, ou l'un et l'autre, évidemment, c'est encore mieux. Eh ben, il y a des miracles qui sont possibles, qui ne font pas des miracles. Ouais. J'aime beaucoup ton approche parce que ça vient répondre à beaucoup de choses qui résonnent en moi. C'est pour ça qu'on a vraiment connecté cet été. La relation à l'humain, il y a aussi l'argent qui porte des beaux projets. Il y a aussi ce côté, quelque chose de plus grand. Tu parles de foi, d'énergie et tout ça. Et justement, dans vos constellations, enfin, tu fais des constellations avec un Chantal, il me semble, hein, si Oui, c'est ça. c'est bien Et ça. d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans ces constellations systémiques pour les gens qui aimeraient peut-être aller libérer certaines choses par rapport à l'argent? Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Alors peut-être juste quand je travaille sur la relation à l'argent, je ne fais pas des constellations systémiques familiales, j'utilise des petits morceaux dans mes ateliers qui vont être aidants. Et je pense que ce que je fais des ateliers est extrêmement plus puissant qu'une seule constellation. Mais l'idée de la constellation systémique, c'est de voir que, si tu veux, la problématique qu'on porte parfois vient d'ailleurs, d'un système familial qui soit nos ancêtres, qui soit d'autres choses. Et souvent, il y a la problématique que l'on a, c'est comme le révélateur de quelque chose d'autre. Et quand on travaille en systémique, c'est vraiment prendre une sorte de vue d'hélicoptère de pas juste moi et mon problème, mais moi et de là d'où je viens, par exemple. Et c'est là qu'on va voir, ah ben oui, tiens, moi je vois par exemple dans ma famille, la lignée des hommes, ils ont tous ceux qui sont mis à leur compte ont fait faillite, tu vois. Mm. Et c'est à peu près tout le monde. Donc, si tu veux, à un moment de dire, tiens, il y a un système avec un fonctionnement, et quand je prends de la hauteur, c'est là que je vois ça. Et comme moi je le vois, je peux effectivement libérer ce fonctionnement-là, ce schéma de ne pas s'autoriser à réussir, de payer le prix quand ça marche pas mal, ou des choses comme ça, qui fait que je peux m'ouvrir à autre chose. Donc c'est pour ça que bah, tu as vu dans le livre, j'invite vraiment les gens à voir un peu de quelle histoire familiale ils viennent, pour voir qu'on ne soit pas pris dans une histoire de manière inconsciente, comme je le vois la plupart du temps, qui fait que on a beau faire des efforts, on a beau mettre beaucoup de bonne volonté, il y a quelque chose qui retient. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup sur les croyances limitantes, sur les plafonds de verre, sur les non-autorisations qu'on se donne, ce genre de choses-là, parce que ce sont souvent nos propres freins. Mm. Ouais. Et donc, ouais, c'est ça qui fait. Mais déjà, dans un premier temps, c'est d'aller voir et de prendre conscience qu'il y a ça qui est en train de se jouer et qui nous appartient pas forcément, qui appartient Ouais. peut-être à nos parents, enfin, nos grands-parents, etc. J'adore vraiment ce, de prendre conscience de ça et se dire, mais en fait, on n'a pas forcément un souci ou un problème. On se dit, mais pourquoi ça marche pas, ça marche pas. Mais en fait, quand on va regarder, on va encore ouvrir une autre porte pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Et que tu es aussi, tu parlais des hommes dans ta famille qui ont fait faillite, mais toi, tu es l'exception en fait de ces hommes-là aujourd'hui dans ton business. Oui, et c'est pas important de voir que je suis pas meilleur qu'eux, je suis juste le premier à le voir. C'est ça qui fait toute la différence, si tu veux. Oui. Je suis le premier à le voir, je me déplace parce que j'ai pas, je tiens avec la main mon téléphone, j'ai pas le temps de prendre un truc fixe. Donc, j'essaie de trouver des positions où je n'ai pas de crampe dans le bras. Euh,
Donc, si tu veux, je suis pas meilleur qu'eux, je suis le premier à le voir et je suis le premier à traiter cette problématique récurrente, tu vois. Cette sorte de Mhm. fonctionnement inconscient récurrent. Donc, c'est pour ça que c'est bon pour moi, mais c'est bon aussi pour la génération qui me suit derrière, et mes fils en l'occurrence, parce que, effectivement, là, j'ai comme cassé un schéma qui se répétait. Mais tu vois, ces schémas qui se répètent, parfois, c'est on n'a pas droit à l'argent. Chaque fois qu'il y a l'argent qui peut arriver sous forme de succession, même au niveau de travail et autres, c'est comme ça nous échappait. Parfois, ça va être des femmes qui systématiquement vont attirer des hommes sur lesquels on ne peut pas compter financièrement. Ma grand-mère maternelle, ma mère et moi, pour des raisons complètement différentes. Parfois, Mhm. c'est sur deux, trois générations, ou plus, on est dans une forme de misère financière et l'histoire se répète. Donc, toutes ces choses-là, heureusement, on peut s'en libérer, mais ça demande juste d'être conscient que je suis pris dans un, entre guillemets, dans un piège, dans un fonctionnement inconscient. Parce que tant qu'on ne voit pas qu'on est pris dans un piège, on ne va pas essayer de sortir du piège, parce que je ne me rends pas compte qu'il y a j'ai le pied qui est pris dans le piège. Tu vois. Ouais. Et j'adore vraiment en fait toute ta contribution autour de ça parce que c'est un sujet quand même assez tabou, notamment en France, en Hein. Europe, c'est un sujet très tabou. Mais en fait, quand on va au-delà de l'argent et toutes les croyances qu'on peut croire que l'argent c'est sale, l'argent c'est pour les malhonnêtes, l'argent c'est pour faire du mal, etc. Mais en fait, il y a vraiment tout un sens qu'on peut mettre derrière et d'aller regarder ce qui s'y joue. J'aime beaucoup ça. Et du coup de permettre à d'autres personnes qui ont vraiment... j'ai une cliente pas plus tard que la semaine dernière me disait, moi, pour moi, c'est les gros qui s'engraissent, en fait, Mhm. l'argent. C'est fort quand même. Et ça, Et c'était répété de génération en génération. Et donc, elle se limitait et ne s'autorisait pas à vendre ses services, en fait. voilà. Ouais. Et là, tu touches à quelque chose qui est quand même assez courant en France. C'est cette perception que les riches sont des malhonnêtes, des profiteurs, tu as des gens qui gagnent leur argent sur le dos des autres, ce genre de choses-là. Et si tu veux, aussi longtemps qu'on a une croyance comme ça, inconsciemment, on va se limiter, pas trop gagner d'argent par peur de passer pour riche aux yeux des autres, donc pour malhonnête, profiteur ou je ne sais quoi. Mhm. Et évidemment qu'il y en a qui le font. Mais tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent ne sont pas des malhonnêtes. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent le font pas, le font de manière forcément sans éthique. Enfin, tu vois, c'est une généralité qui en devient une sorte de propre frein en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Et si nous étions justement cette personne contraire qui s'autorise à gagner beaucoup d'argent et qui le fait de manière honnête, éthique et qui le fait circuler d'une manière qui a du sens pour contribuer à cette société en plein mouvement. Oui, cette abondance. Tu Mhm. parlais d'abondance aussi dans une de tes vidéos récemment et c'était intéressant. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller suivre Christian si vous ne le suivez pas encore. Euh, J'aimerais te demander, parce qu'on va déjà bientôt arriver, je pourrais te poser des tas de questions, j'adore nos conversations. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de faire passer comme message par rapport à la relation à l'argent et dans le tout devient possible? Mhm. Ben, si tu veux, pour moi, ce qui est important, c'est que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Parce que je vois que trop souvent, c'est un frein aujourd'hui. Et alors, c'est du gâchis. C'est du gâchis parce que déjà, tout ce que nous avons au fond de nous avons tous pour moi un diamant qui est prêt à rayonner. Et tout ce que nous avons pas au fond que nous avons au fond de nous, que nous n'offrons pas, ben, le monde est entier est orphelin de ce que nous ne donnons pas, tu vois. C'est quelque part, c'est comme un cadeau qui est là et qui va rester dans un coin d'une armoire qui va jamais être donné. Donc, si vraiment vous sentez que les questions d'argent, c'est ce qui vous empêche, c'est ce qui vous freine de vous réaliser et tout, ben, il est vraiment urgent de s'occuper de sa relation à l'argent parce que c'est du gâchis. C'est dommage pour vous, c'est dommage pour tous ceux qui n'auront pas accès à la pépite que vous êtes, quoi. Hmm, j'adore ce message. Nous sommes tous des pépites et qui demandent à rayonner encore Mhm. plus et surtout, enfin, ce que je peux constater, tous ceux qui s'empêchent justement d'avoir de l'argent, ils ont tous des projets de ouf, des projets qui contribuent à un monde meilleur, et ils s'empêchent de. Et vraiment, si vous voulez aller casser, moi j'aime bien parler de péter les codes, mais d'aller casser les codes auprès de Christian avec la relation à l'argent. Déjà, vous pouvez vous procurer son livre qui va vous vraiment vous aider et il est en lien dans ma bio. Vous allez voir en dessous de mon descriptif, vous pouvez taper dessus. Et après, s'ils veulent te contacter pour des ateliers, je sais que hier c'était ton anniversaire, donc je te Oui, souhaite un très très bel anniversaire en merci. direct. Et je sais Merci. que tu as fait une offre aussi avec l'atelier ou le mastermind, je ne sais plus exactement, d'Anne Chantal. Alors, Anne Chantal, actuellement, effectivement, elle est dans le lancement. On est très complémentaires dans ce qu'on fait.
Elle, son activité, c'est les coachs job bonheur. Elle aide les personnes à aller justement toucher au plus profond d'eux-mêmes à ce diamant et comment ce diamant, je peux en faire une activité professionnelle. Et puis, effectivement, j'ai dit que parmi ceux qui achèteraient ce parcours qu'elle est en train de proposer là maintenant, donc Anne-Chantal Junot, ça intéresse certains, jusqu'à ce soir, je tirais au sort 3 places pour un atelier de 2 jours, voilà, gratuit, qui vaut déjà presque le tiers du prix du parcours. Voilà, parce que je trouve que ce qu'elle fait est juste magnifique. Et je sais que les deux grands freins justement de se réaliser, c'est souvent je sais ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas ce que j'aimerais faire. Donc ça, c'est vraiment son job à elle d'aller permettre aux personnes d'aller sentir cette pépite en eux. Et puis l'autre chose, c'est effectivement tous les freins en lien avec la finance qui empêchent les gens d'oser faire ce pas. Donc entre l'un et l'autre, on est bien complémentaires, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que vous êtes très complémentaires et je vous invite vraiment à profiter d'en plus ce beau cadeau. C'est ton anniversaire, c'est toi qui fais un cadeau, c'est pas formidable ça? Ben, écoute, je me sens tellement un être humain privilégié, gâté par la vie. Donc, j'ai envie de faire pour un cadeau sous toutes sortes de formes. C'est ça. Donc là, ce que tu viens de dire, c'est exactement, ça représente vraiment ce que tu viens de partager. En fait, quand on reçoit pour soi, on donne encore plus. En fait, ça circule, l'argent circule. Et après, l'abondance circule sur différentes formes. Ça peut vraiment, pour moi, c'est une expansion de tout ça. En fait, c'est vraiment. Oui, et c'est vrai, et puis il n'y a plus de calcul. Tu n'es pas en train de dire est-ce que j'ai donné assez par rapport à ce que je reçois. Enfin, ça se fait de manière, voilà, il y a plus de Naturel. calcul parce que c'est un mouvement de la vie, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est intuitif, en fait. C'est ce que tu disais. Ouais. C'est naturel. Ça, si tu as envie de le faire, tu le fais. Bah, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, Et plus ça, et tôt. ça marche très bien. Une condition, je dis quand même, parce que c'est une des difficultés pour une partie des êtres humains, c'est la capacité à recevoir. Parce que beaucoup d'êtres humains ont beaucoup de facilité à donner, ont le tuyau du recevoir qui est partiellement bouché. Donc ça fonctionne très bien que les deux tuyaux sont débouchés. Là, ça circule tout seul. C'est vrai. Ça a été mon cas pendant très longtemps. J'avais vraiment du mal à recevoir. Et la vie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a mis en place de recevoir de partout. Et notamment cette année, j'ai reçu, mais tellement. Bah, la preuve, tu m'as offert ton livre. Pour moi, ça a été, mais waouh, en fait, ça continue la vie. Ok, je dois accepter de recevoir. Et ça a été vraiment un bel apprentissage. Et quand on reçoit, bah, on peut encore plus offrir, en fait. Et Mm. finalement, ça débouche l'autre tuyau dans l'autre sens. Ouais. Donc, c'est vraiment génial. En tout cas, merci Christian de ton temps, de toutes ces pépites que tu as partagées, la belle valeur et tout ce que tu contribues dans le monde par rapport à l'argent. Je trouve ça tellement beau. Je suis honorée de t'avoir reçu et je suis sûre que toutes les personnes qui nous écoutent maintenant ou qui nous écouteront en replay vont retirer de la pépite, des pépites, de la valeur. Si vous avez envie de nous partager, c'est quoi le passage qui vous a plus interpellé, ce qui vous a plus peut-être challenger ou prise de conscience. Je serais vraiment ravie de vous lire. Vous retrouverez aussi cette interview sous forme de podcast sur Spotify, Apple Podcast. Vraiment, je compte que vraiment qu'il y ait plus de monde ensemble, justement, que le rayonnement se fasse et puisse aller libérer les gens et réaliser de beaux projets grâce à l'argent. Donc, merci à toi, Christian, encore. Marion, merci de l'invitation. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci à tous.